15 ans, c'est le temps que j'avais consacré à l'entreprise, gravissant patiemment les échelons, de simple assistant comptable à responsable financier adjoint. Je connaissais chaque procédure, chaque raccourci, chaque subtilité permettant de maintenir les rouages bien huilés. Pourtant, assis face au directeur général dans son bureau parisien aux grandes baies vitrées donnant sur la Seine, son sourire poli ne reflétait pas la moindre reconnaissance pour toutes ces années. Ces mots, tranchants comme une lame, ont percé l'air. Nous avons besoin de quelqu'un de plus innovant, de plus audacieux. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai soutenu son regard, esquissé un faible sourire et tendu ma main. Sans un mot. De plus, j'ai quitté son bureau, mon monde soudainement divisé en deux. La vie que j'avais connue et l'incertitude béante qui s'ouvrait devant moi. En sortant de l'immeuble de la rue du Sentier, j'ai laissé l'air frais de novembre frapper mon visage. Le poids de ce moment commençait à s'installer, mais je me suis forcé à rester droit. J'avais travaillé trop dur, surmonté trop de crises pour l'entreprise et sacrifié trop de week-ends avec ma femme et mes enfants pour m'effondrer maintenant. Il n'y avait eu ni au revoir ni pot de départ, ni même un message bienveillant de la direction. Je suis parti avec un petit carton contenant mes affaires, devenu invisible aux yeux des collègues que j'avais épaulés pendant presque 2 décennies. Sur le chemin du retour, j'ai marché le long du canal Saint-Martin, regardant les péniches amarrées et les couples enlacés sur les bancs. Paris continuait sa vie, indifférente à mon petit drame personnel. J'ai sorti mon téléphone pour appeler Marie, ma femme, mais j'ai hésité. Que lui dirais-je? Comment expliquer que malgré mes heures supplémentaires, mes nuits blanches à résoudre des crises comptables, j'étais considéré comme insuffisamment audacieux? Je l'ai rangé dans ma poche, préférant affronter cette conversation en face à face. Ce soir-là, après avoir expliqué la situation à Marie, qui m'a serré dans ses bras sans jugement, je me suis assis seul sur notre petit balcon donnant sur les toits de Montmartre. J'ai savouré un verre de Bordeaux, celui que je gardais pour les grandes occasions. Je repassais en boucle les mots du directeur, essayant de décider si je devais être en colère ou soulagé. Il voulait être quelqu'un de plus jeune, quelqu'un d'empressé à flatter, quelqu'un qui acquiescerait à chaque mauvaise idée. C'était leur choix, leur risque. Ils ignoraient à quel point leur nouveau favori, ce jeune diplômé d'HEC au sourire, facile, était mal préparé pour le monstre qu'il allait devoir affronter. La nuit était tombée sur Paris, et les lumières de la ville scintillaient comme pour me rappeler que la vie continuait. Demain serait un autre jour, le premier d'une nouvelle vie que je n'avais pas choisie. Je ne savais pas encore ce qui m'attendait, mais au fond de moi, une petite voix me disait que cette entreprise regretterait bientôt d'avoir si facilement écarté celui qui avait silencieusement maintenu l'ordre dans leur chaos financier pendant toutes ces années. Le lendemain matin, je me suis réveillé tard, un luxe rare après des années de lever à l'aube. J'ai préparé un café dans notre cuisine étroite, m'attardant sur chaque geste, comme pour apprivoiser ce temps nouveau dont je disposais. Marie était déjà partie à son cabinet d'avocat, me laissant une note encourageante sur le réfrigérateur. À mi-chemin entre l'inquiétude et la curiosité, je me demandais ce qui se passait au bureau sans moi. Je connaissais le système comme ma poche, tous ses points fragiles, toutes ses dépendances cachées, surtout à l'approche de la clôture trimestrielle. J'avais maintenu l'ensemble avec une précision discrète que personne n'avait jamais remarquée. Mon remplaçant, le protégé du directeur, était enthousiaste, mais complètement ignorant des subtilités de notre architecture financière. Il m'avait suivi pendant seulement 3 jours, posant des questions superficielles et souriant trop. Je doutais qu'il ait même pris en note les protocoles critiques que j'avais tenté de lui expliquer. Vers midi, alors que je feuilletais distraitement des offres d'emploi sur mon ordinateur, mon téléphone a commencé à vibrer. J'ai d'abord ignoré, pensant qu'il s'agissait d'anciens collègues compatissants. Mais les appels se sont multipliés, des numéros que je ne reconnaissais pas, des chefs de département, et finalement, j'ai vu s'afficher le numéro direct du directeur général. J'ai laissé chaque appel basculer vers la messagerie. Par curiosité, j'ai consulté le portail client de l'entreprise, accessible au public. Mes yeux se sont écarquillés. Panne critique sur toute la ligne. Portail clients en panne. Système de facturation gelé et communications internes hors service. Mon remplaçant avait visiblement tenté d'optimiser quelque chose, probablement pour impressionner le directeur, et avait fait s'effondrer l'ensemble du système. Je me suis adossé à ma chaise, un étrange mélange d'amusement et de tristesse m'envahissant. Il n'avait pas seulement sous-estimé ma valeur,
Ils avaient sous-estimé l'équilibre délicat que maintient l'expérience accumulée au fil des années. Le directeur avait parié sur le charme plutôt que sur la compétence, et maintenant les fissures s'élargissaient dangereusement. Mon téléphone a vibré à nouveau, encore un appel manqué du directeur. J'imaginais la panique dans son bureau, la pression croissante des clients furieux, la colère montante dans chaque « Pourquoi diable l'avez-vous licencié ?» qui lui parvenait. Lors de ma promenade de l'après-midi le long de la Seine, j'ai croisé Julien, un ancien collègue du service informatique. Visiblement surpris de me voir si détendu, il m'a confié que le bureau était en état d'urgence. Le nouveau ne comprend rien aux spécificités de notre système financier français, a-t-il lâché entre deux gorgées du café qu'il venait d'acheter. Hier, il a modifié les paramètres de consolidation sans comprendre les implications fiscales. Maintenant, rien ne correspond plus, les chiffres sont incohérents et les commissaires aux comptes menacent de ne pas certifier le trimestre. J'ai hoché la tête, ne laissant transparaître ni satisfaction ni inquiétude. « Ça s'arrangera », ai-je simplement répondu, sachant pertinemment que sans mes connaissances spécifiques du système que j'avais moi-même adapté au fil des années, la résolution prendrait des semaines. En rentrant chez moi, j'ai reçu un message de la directrice des ressources humaines, une femme avec qui j'avais toujours entretenu des rapports cordiaux. « Le directeur souhaite s'entretenir avec toi, la situation est compliquée. » J'ai fixé mon téléphone un moment avant de répondre sobrement. « Je ne suis plus disponible pour l'entreprise, bonne chance. » Les mots tapés, j'ai ressenti une étrange libération, comme si je venais de couper un fil invisible qui me reliait encore à cet endroit. En milieu d'après-midi, alors que je prenais un café à la terrasse d'un bistrot du Marais, j'ai vu défiler sur mon téléphone des notifications, LinkedIn de plus en plus nombreuses. L'entreprise avait publié un communiqué vague, évoquant des difficultés techniques temporaires. Mon profil professionnel se remplissait de messages, certains d'anciens collègues, d'autres de concurrents qui avaient eu vent de l'effondrement du système. Il était tentant de savourer la situation, de publier un commentaire sarcastique, mais je me suis abstenu, ma réputation comptait, et je voulais gérer cette situation avec dignité. Au lieu de cela, j'ai savouré mon café crème et laissé le chaos se déployer sans moi. Mon esprit a dérivé vers ces innombrables soirées passées à résoudre des problèmes sous pression, quand personne ne savait même qu'une crise était en cours. Je me souvenais de ce jour 2 ans auparavant, où le système de reporting consolidé avait été corrompu à la veille d'un audit, et j'avais travaillé 40 heures d'affilée pour le reconstruire. Non pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que je prenais fierté à maintenir les choses en ordre. C'était cette partie qu'ils n'avaient jamais vue. La colle invisible maintenant tout ensemble, les réparations discrètes en coulisses, la compréhension intuitive des subtilités, comptables françaises, que même les manuels n'expliquaient pas. À la tombée du soir, alors que les premières lumières s'allumaient le long des boulevards parisiens, une étrange sérénité s'est emparée de moi. Ma carrière dans cette entreprise était terminée, mais d'une certaine façon, voir leur image publique s'effriter validait tout ce que j'avais investi dans cet endroit. Je n'étais pas médiocre, je n'étais pas jetable. J'avais été la colonne vertébrale qu'ils n'avaient jamais vue, et maintenant ils apprenaient douloureusement tout ce qu'ils avaient perdu. Vers 19 heures, alors que je rentrais tranquillement, chez moi en traversant le jardin des Tuileries, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai décroché. « Nous avons besoin de toi », est venue la voix familière et désespérée du directeur général. Son ton était dépouillé d'arrogance, l'urgence suintant à travers la ligne. Je l'ai laissé parler, des mots, frénétiques sur la perte de données. La pression croissante du conseil d'administration, les appels furieux des clients majeurs. Il m'a supplié de revenir, ne serait-ce que comme consultant. Pendant un bref instant, j'ai repensé aux longues nuits, aux heures supplémentaires, à la loyauté que j'avais donnée sans remerciement. « Je comprends votre situation », lui ai-je dit calmement, « mais j'ai déjà pris d'autres engagements. Un mensonge poli mais nécessaire. » Le silence s'est installé à l'autre bout de la ligne, chargé d'incrédulité. Je pouvais presque sentir le poids de son regret suspendu entre nous. Il a tenté une nouvelle approche, offrant des honoraires de consultant exorbitants, promettant des bonus, évoquant même une réintégration à un poste supérieur. Mais je savais à quoi m'en tenir. J'avais trop vu, trop donné et appris, trop tard, que ma valeur ne devait jamais être liée à leur approbation. Je lui ai souhaité bonne chance et raccroché.
Debout au milieu du jardin, entouré de Parisiens pressés de rentrer chez eux, j'ai ressenti quelque chose changer en moi. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus enchaîné à leurs crises, leurs erreurs ou leurs exigences. J'étais libre. Et le plus beau, je savais qu'ils se souviendraient de ce jour pendant très très longtemps. En rentrant dans notre appartement, Marie m'attendait, inquiète. « Ils t'ont appelé, n'est-ce pas ?» Je lui ai raconté la conversation, son visage passant de l'inquiétude à l'étonnement, puis à un sourire complice. « Tu as refusé? Vraiment ?» J'ai acquiescé, surpris moi-même par ma détermination nouvelle. Elle s'est approchée, m'a pris les mains. « Et maintenant ?» J'ai regardé par la fenêtre vers les lumières de la ville qui s'intensifiaient dans le crépuscule. « Maintenant, je construis quelque chose qui m'appartient. » Dans les jours qui ont suivi, le désastre de l'entreprise s'est répandu comme une traînée de poudre dans les cercles financiers parisiens. Les concurrents ont bondi sur l'occasion, les clients ont reconsidéré leurs contrats et la réputation du directeur général a connu une chute brutale. J'ai reçu davantage d'appels, certains d'anciens collègues voulant prendre un café, d'autres de recruteurs ayant entendu parler de l'implosion et souhaitant discuter. J'ai abordé chaque conversation avec prudence, déterminé à ne pas laisser l'amertume définir mes prochaines étapes. Un matin particulièrement ensoleillé, j'ai retrouvé Sylvie, mon ancienne adjointe, dans un café près de la place des Vosges. Elle semblait épuisée, les cernes soulignant ses yeux habituellement pétillants. « C'est l'enfer là-bas », m'a-t-elle confié en remuant distraitement son café. « Ils ont embauché 3 consultants externes, mais personne ne comprend comment. » Tu avais réussi à faire fonctionner tous ces systèmes disparates ensemble. J'ai souri doucement, non par mesquinerie, mais parce que cette situation confirmait ce que j'avais toujours su. Mon travail n'avait jamais été reconnu à sa juste valeur. Tu devrais négocier ton retour, a-t-elle suggéré. Il paierait n'importe quel prix maintenant. J'ai secoué la tête. Ce chapitre est terminé pour moi, Sylvie, mais merci de me tenir informé. Nous avons changé de sujet, parlant de sa famille, de ses projets. En partant, elle m'a serré dans ses bras un peu plus longtemps que d'habitude. « Tu leur manques », a-t-elle murmuré. « Pas au directeur, pas à l'entreprise, mais à nous, l'équipe. » Ces mots m'ont accompagné pendant ma promenade le long du quai de la Tournelle, le regard perdu sur Notre-Dame en reconstruction après l'incendie. Il y avait une métaphore quelque part, dans ces pierres anciennes qu'on rebâtissait avec patience. J'ai passé du temps à réfléchir sur qui j'étais en dehors de cette entreprise. Pendant si longtemps, mon identité avait été liée à mon rôle là-bas, à être indispensable dans l'ombre. Mais maintenant, j'avais une chance rare de remodeler mon parcours, de décider ce qui comptait selon mes propres termes. J'ai actualisé mon CV, contacté quelques relations de confiance et même commencé à esquisser des idées pour ma propre société de conseil. Plus j'y réfléchissais, plus cela devenait clair. Je ne voulais plus réparer le navire endommagé de quelqu'un d'autre. Je voulais naviguer le mien. Un soir, alors que nous dînions sur notre balcon, Marie m'a tendu une enveloppe. C'est arrivé aujourd'hui. À l'intérieur, une offre d'un cabinet d'audit prestigieux, proposant un poste de directeur associé avec un salaire bien supérieur à mon ancien. J'ai fixé le papier, partagé entre la validation que cette offre représentait et une réticence inexplicable. Marie aperçut mon hésitation. « Tu n'es pas obligé d'accepter. »« C'est une excellente offre, » ai-je répondu, pliant soigneusement la lettre. « Mais ce n'est pas ce que tu veux vraiment, » a-t-elle complété avec cette intuition, qui m'avait toujours impressionné chez elle. J'ai levé les yeux vers le ciel parisien qui s'assombrissait. Non, ce n'est pas ce que je veux. Les soirées étaient encore calmes, mais elles ne semblaient plus pesantes. Je faisais de longues promenades le long du canal de l'Ourcq, renouant avec une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis des années. La panique de perdre mon emploi s'était dissipée, remplacée par une détermination calme et résolue. Je n'étais plus défini par les erreurs de personnes qui ne me valorisaient pas. J'étais prêt à construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui reflèterait mes propres valeurs plutôt que celles d'une entreprise indifférente. Un mois après mon départ, j'étais assis dans un café de la rue Montorgueil, en face d'Antoine, un ancien client avec qui j'avais toujours entretenu d'excellentes relations. Il avait quitté son entreprise pour fonder sa propre société de conseil financier 2 ans auparavant, et son regard brillait d'une énergie que je ne lui connaissais pas. « Tu as l'air plus heureux », ai-je remarqué en sirotant mon espresso. « Je le suis »,
a-t-il confirmé avec un sourire franc. Diriger sa propre barque est terrifiant mais incroyablement libérateur. Il a fait une pause, me scrutant par-dessus sa tasse. C'est pour ça que je t'ai contacté, Laurent. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je connais ta valeur, contrairement à tes anciens employeurs. J'ai haussé les épaules, attentif à ne pas laisser transparaître la blessure encore fraîche. Ils ont fait leur choix. Et ils en paient le prix, a-t-il ajouté avec une pointe de malice. Mais parlons de toi. J'ai une proposition. Il m'a expliqué qu'il cherchait un associé pour développer une nouvelle branche spécialisée dans la restructuration des systèmes financiers complexes pour les PME en croissance. Personne ne comprend mieux que toi comment faire fonctionner harmonieusement ces systèmes disparates. Tu as l'expérience que je recherche. Sa proposition était généreuse. Un statut d'associé, une participation au capital et la liberté de développer cette division selon ma vision. Je ne veux pas un subordonné, a-t-il précisé, mais un véritable partenaire. J'ai promis d'y réfléchir sérieusement, tout en sachant qu'une autre idée germait dans mon esprit depuis plusieurs semaines. Le soir même, j'ai partagé les deux options avec Marie. Rejoindre Antoine comme associé ou poursuivre mon projet personnel de créer une entreprise entièrement indépendante. Les deux chemins sont risqués, a-t-elle reconnu assise près de moi sur notre canapé usé. Mais lequel te fait le plus peur? Sa question m'a pris au dépourvu. Partir seul, sans doute. Elle a souri. Alors, c'est probablement ce que tu dois faire. Le lendemain matin, j'ai reçu un message d'un autre ancien collègue, Sophie, m'informant que l'entreprise avait finalement stabilisé ses systèmes, mais au prix fort. 3 mois de retard dans les rapports financiers, 2 clients majeurs perdus et une réputation sérieusement entachée. Le message se terminait par « Le directeur a été convoqué par le conseil d'administration la semaine prochaine. On parie qu'il ne durera pas l'hiver. » Cette nouvelle n'a suscité en moi ni joie ni satisfaction, seulement la confirmation que les compétences et l'expérience ne pouvaient être si facilement écartées. J'ai fermé mon téléphone et ouvert mon ordinateur portable, déterminé à finaliser mon business plan. Pendant 2 semaines, j'ai travaillé d'arrache-pied, alternant entre des réunions avec des conseillers juridiques, des discussions avec ma banque et d'interminables sessions de planification stratégique. À chaque obstacle, je repensais à cette phrase du directeur « Nous avons besoin de quelqu'un de plus audacieux ». Et je puisais dans cette blessure une énergie renouvelée. Un mercredi pluvieux, assis dans la bibliothèque municipale du 20e arrondissement, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était un petit entrepreneur de Bordeaux qui avait entendu parler de mon projet par un contact commun. Il cherchait précisément le type de service que j'envisageais de proposer. En raccrochant, j'ai ressenti une vague d'émotion me submerger. Ça n'était plus une idée abstraite, mais un client potentiel réel attendant que je crée cette entreprise. Ce soir-là, j'ai annoncé ma décision à Marie. Je refuserai l'offre d'Antoine et lancerai ma propre société. Son visage s'est illuminé d'un sourire, mélange de fierté et d'appréhension. « Tu vas y arriver », a-t-elle affirmé, non comme un encouragement vide, mais comme une vérité qu'elle voyait clairement. « Comment peux-tu en être si sûr ?» ai-je demandé, la gorge serrée par l'émotion. « Parce que pour la première fois depuis que je te connais, tu te bats pour quelque chose qui est vraiment le tien, pas pour valider les décisions de quelqu'un d'autre. » 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon petit bureau de la rue des Vinaigriers, face à un client potentiel. Les grandes baies vitrées laissaient entrer la lumière printanière, illuminant les murs encore fraîchement peints. Sur ma carte de visite, un nom que j'avais choisi après des nuits de réflexion, Nexus Finance, solution d'intégration pour systèmes complexes. J'expliquais mon approche de la stabilité des systèmes, de la gestion des risques et de l'excellence opérationnelle à un responsable de PME en pleine croissance. Il écoutait attentivement, appréciant non seulement mes connaissances techniques, mais aussi la confiance tranquille que seule l'expérience peut apporter. En le raccompagnant à la porte, j'ai réalisé à quel point j'avais parcouru du chemin en si peu de temps. L'homme qui avait été écarté comme pas assez audacieux était maintenant reconnu comme un expert, quelqu'un que les entreprises recherchaient, pas quelqu'un qu'elles mettaient de côté. Mon téléphone a vibré avec un message de Théo, un jeune développeur que j'avais embauché le mois précédent. Le système de Leblanc Amphis est opérationnel. Le client est ravi. J'ai souri, ressentant cette satisfaction unique qui vient quand on crée quelque chose qui fonctionne, qui aide vraiment les autres.
Nous étions une petite équipe, seulement 4 personnes pour l'instant. Mais chaque projet réussi renforçait ma conviction que j'avais fait le bon choix. En regardant en arrière, je pouvais voir les paroles du directeur pour ce qu'elles étaient. Une projection de ses propres insécurités, un besoin de s'entourer de flatteurs. Et tandis que son entreprise continuait de lutter, peinant à retrouver la confiance des clients, je m'épanouissais dans un espace où j'établissais les règles. Mes clients me respectaient mon temps et mon expertise. Je ne luttais plus pour prouver ma valeur, je faisais simplement ce que j'aimais, selon mes propres conditions. La semaine dernière, un message étrange était apparu dans ma boîte mail. L'ancien directeur général qui avait effectivement été remercié par le conseil d'administration, comme l'avait prédit Sophie, cherchait à me rencontrer. J'ai hésité, puis accepté un déjeuner rapide dans un bistrot près de la Bourse. Il avait vieilli, les tempes plus grises, les traits retirés par les mois difficiles. Je voulais m'excuser, a-t-il commencé sans préambule, évitant mon regard. J'ai fait une erreur de jugement. J'ai hoché la tête, acceptant ces mots sans commentaire superflu. Il m'a expliqué qu'il avait lui-même fondé une petite société de conseil, tirant les leçons de ses erreurs passées. Je comprends maintenant ce que vous apportiez, a-t-il admis. L'innovation n'est pas toujours visible ou bruyante. En rentrant à mon bureau, j'ai ressenti une étrange sérénité. Cette rencontre avait fermé une boucle que je ne savais même pas avoir besoin de clore. Ce n'était pas tant la validation de sa part qui comptait, mais la réalisation que son opinion n'avait plus d'importance. J'avais construit quelque chose de valeur, non pas en dépit de son rejet, mais peut-être grâce à celui-ci. Ce soir-là, Marie et moi avons dîné sur la terrasse d'un petit restaurant de Belleville. Nous célébrions le premier semestre rentable de Nexus Finance, un jalon que mon business plan n'avait prévu d'atteindre qu'après un an d'activité. « À ton audace », a-t-elle plaisanté en levant son verre, faisant écho avec ironie aux mots qui m'avaient poussé sur ce chemin inattendu. J'ai ri, savourant la douce revanche que la vie m'avait offerte. Tu sais ce qui est ironique? Je n'ai jamais été aussi prudent et méthodique qu'en créant cette entreprise. L'audace n'était pas dans la prise de risque impulsive, mais dans la décision de croire en ma propre valeur. En rentrant chez nous cette nuit-là, une légère pluie a commencé à tomber. J'ai souri, la laissant couler sur moi. La vie m'avait imposé un nouveau départ, un que je n'aurais jamais choisi moi-même. Mais parfois, les meilleurs chapitres commencent quand on s'éloigne enfin des personnes qui n'ont jamais vu notre valeur. Et tandis que j'avançais, je me sentais plus léger, plus fort, et plus déterminé que jamais à faire compter ce nouveau chapitre. Non plus pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais simplement parce que j'avais finalement trouvé ma propre voie.